Et salut tout le monde, c'est Isoka et bienvenue pour ce numéro 31 de Issue de Secours. Mais avant d'attaquer le sommaire, je voulais tout d'abord vous remercier toutes et tous puisque nous avons atteint et même dépassé le seuil des 500 abonnés. Wouh! Merci beaucoup, c'était franchement inenvisageable, inconcevable quand j'ai lancé cette chaîne. Voilà, vraiment soutenu par des copains, soutenu par mon épouse. Merci encore à vous toutes et à vous tous. Parce que je pensais vraiment pas que ça allait intéresser qui que ce soit. Surtout parler de comics VO. Je pensais que c'était vraiment une niche et que ça n'allait pas intéresser grand monde. Et ben, je me suis rendu compte que vidéo après vidéo, échange après échange, on partageait notre passion commune et on échangeait beaucoup. Et c'était franchement très riche et je continue à prendre énormément de plaisir vidéo après vidéo. Donc je suis ravi. Voilà, c'était un petit préambule que je voulais absolument faire. Et pour fêter un petit peu les 500 abonnés, je vous propose une petite vidéo collection de mes omnibus à paraître courant semaine prochaine. Parce que voilà, suite aux différentes vidéos qu'on a pu faire avec Jules de la chaîne Jules et Nico, ou G des rubriques de G, voilà, il m'a un petit peu charrié lors de confessionnal et autres pour mon nombre d'omnibus. Donc voilà, j'ai essayé de vous montrer un petit peu tout ça en vidéo, lors d'une vidéo collection mes omnibus. Et autres jolis hardcovers, bien sûr. Bon voilà, un petit peu, une introduction un petit peu longue, mais nécessaire. On enchaîne avec le sommaire de ce Issue de Secours numéro 31 avec 4 titres d'ici, enfin 3 titres d'ici et 4 numéros. Le numéro 3 de Justice League Unlimited, les numéros 21 et 22 de Superman, et le numéro 4 de Absolute Wonder Woman. On fera un petit crochet par IDW avec TMNT Cross Naruto, numéro 2. Et ensuite, on enchaînera avec 4 titres Image Comics, le numéro 1 de The Patchwork Girl of Oz, le numéro 3 de High Street, le numéro 12 et le retour de World Tree pour le début du troisième arc, le numéro 24 de Kaya, et on terminera avec le numéro 3 de Blood Brothers Mother chez Distillery. Donc voilà, un programme, ma foi, plutôt sympathique, une dizaine de titres au programme. On commence avec Justice League Unlimited numéro 3. Regardez-moi cette magnifique cover, toujours de Dan Mora. L'inépuisable Dan Mora. Est-il seul? Est-ce un collectif? Est-ce une entreprise? On ne sait pas trop. Donc ce numéro 3, toujours scénarisé par Mark Waid, donc dessiné évidemment, je le disais, par Dan Mora, et colorisé par Tamra Bonvillain. Justice League Unlimited, depuis le tout premier numéro, c'est un véritable coup de cœur. Vraiment, ce retour de la Justice League, je trouve qu'il se fait de manière somptueuse. Déjà, les dessins de Dan Mora, c'est vraiment pas déplaisant du tout. Donc, comme on a pu le voir un petit peu, on avait une première menace qui avait fait irruption, Inferno. On avait aussi, on voyait que dans cette Justice League Unlimited, tout le monde avait un petit peu accès à cette Justice League. On voyait que justement, n'importe qui étant doté de super pouvoirs, pouvait avoir sa carte de membre et avoir accès à cette tour de garde. Donc, on a vraiment quelque chose de très intéressant. Et on a là la Justice League, on voit bien qu'en fonction des besoins, on va faire appel à telle ou telle personne. Là, par exemple, il y a un besoin magique, donc on va faire appel notamment à Zatanna, à d'autres personnes du ressort magique. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour tenter d'établir une communication. On va voir aussi les résultantes, ce qu'on avait déjà vu un petit peu avec The Atom Project, c'est-à-dire les résultantes de Absolute Power, à savoir quid de différents pouvoirs. Voilà, il y a certains super-héros qui n'ont plus leur pouvoir, qui ont été dépourvus de cela. Il y a aussi une sorte de swap de pouvoir parfois. On avait vu dans un numéro précédent que Atom Smasher, je crois que c'était dans le numéro d'Atom Project justement, tentait de raisonner quelqu'un, puisqu'il savait que visiblement c'était un nouveau détenteur de ses précédents pouvoirs à lui, Atom Smasher, donc ça c'était plutôt intéressant. Donc on a pas mal de choses qui sont assez intéressantes. On a justement cet antagoniste, Inferno, qui explique un petit peu ses motivations et ses objectifs. Donc on a vraiment, c'est assez intéressant, ça va un petit peu dans différents sens. On a évidemment Mister Terrifique. On a Aquaman évidemment qui est là, et on se dit enfin mais comment ça? Mais on a un petit aparté, une petite note éditoriale qui nous explique que les événements ont eu lieu avant le Aquaman numéro 1. Et quand on voit le cliffhanger, on se doute bien. Là, on va avoir quelque chose qui est très intéressant, puisque on va voir que, comment dire, pour lutter contre cette menace-là, on va avoir besoin d'une personne en particulier, et ils vont essayer d'aller voir cette personne et de lui réclamer de l'aide, mais les choses ne vont pas se dérouler comme prévu, évidemment. Et on a franchement ici un super cliff. De toute façon, on a une série qui est franchement très rythmée. Ça ouvre par René Montoya, The Question, donc on voit bien que les séries sont imbriquées les unes d'entre elles, puisque vous le savez, c'est une autre série, The Question All Along the Watchtower. Je crois que je vous avais parlé du numéro 1. Mais voilà.
Donc on voit bien que cet univers d'ici, il fourmille vraiment les séries entre elles. Il y a, il y a des liens, c'est super plaisant. Vous pouvez lire les séries de manière indépendante. Hein, vous n'êtes pas contraint et forcé de lire toutes les séries pour avoir un petit peu le tableau de la continuité dans sa globalité. Donc on comprend. Mais c'est vrai que ça a ce petit quelque chose à chaque fois quand on renvoie au lien, quand on voit le lien avec Justice League Atom Project, le lien avec Aquaman potentiellement. Là on voit qu'il y a le personnage de Plastic Man aussi qui est à l'œuvre. On avait un cliffhanger très intéressant lors du numéro 2. Et dans le numéro 2, on nous parlait aussi de Martian Manhunter. Donc vraiment, c'est très intéressant. Il y a aussi le Docteur Occulte. Enfin, il y a pléthore de personnages. Il y a beaucoup de choses qu'on peut raconter. On ne s'ennuie pas une seconde. C'est très rythmé. Alors, franchement, ce Justice League Unlimited, depuis le début, c'est un énorme coup de cœur. De toute façon, en même temps, Mark Waid et Dan Mora, qu'est-ce qui pouvait mal se passer, j'ai envie de dire. Donc, franchement, un énorme coup de cœur. Il faut que ça continue comme ça. C'est génial. On enchaîne avec le Superman numéro 21. Encore du Dan Mora. C'est encore lui à la cover, en toute façon. Mais oui. Mais cette fois, c'est Joshua Williamson au scénario. Et à la colorisation, c'est Sanchez. Son prénom, Alejandro Sanchez. Regardez-moi ça. Super Date Night. Non mais franchement, ça claque. Hein. Superman et Superwoman qui vont se faire un petit rencard. Hein. Bon voilà, assez tranquille, ils vont jouer, ils vont s'amuser. C'est un épisode un peu détente. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, vu la menace potentielle, puisqu'on nous avait expliqué un petit peu quand même. On avait le Time Trapper qui était venu revoir Superman et qui lui avait expliqué un petit peu les enjeux à venir. Et Superman, dès lors, devait faire un choix très important. Mais lui, il avait du mal un petit peu à se résoudre à faire ce choix, parce que c'était un petit peu compliqué. Et du coup, ça va s'expliquer, cette détente va être nécessaire. Et du coup, cette détente, elle est très drôle, parce qu'il y a même des interludes ici. Des interludes assez drôles, hein, parfois, et assez touchants. On a vraiment quelque chose de magnifique. Hein. Et justement, Superman explique toute cette détente nécessaire, puisque suite, et regardez-moi ça, le travail sur la colorisation pour montrer un petit peu le flashback de la mort de Superman des années 90, c'est magnifique parce que c'est un des traumatismes de cette Superwoman. Et là, Superman explique qu'il est nécessaire, il doit absolument se détendre, il doit apprendre à se détendre parce que suite au numéro 12, alors je ne vais pas trop vous révéler si vous n'êtes pas à jour, suite au numéro 12 de Superman, et moi je l'ai appris parce que, comme je vous l'ai expliqué précédemment, j'avais un peu de retard sur la série Superman, je possède les single issues, mais je ne les ai pas encore tous lus. Eh bien, il s'est passé quelque chose qui fait que, voilà, il doit gérer son taux de stress parce que sinon, quand il vire dans le rouge, il devient un peu une sorte de Superman incontrôlable. Il va absolument éviter et essayer de maîtriser ses émotions. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Donc franchement, ça, j'ai trouvé ça assez cool. Ensuite, on va voir le personnage, un personnage que je connaissais pas, le personnage de Améthyste, qui est là. Voilà, qui vient du Gem World. Je sais pas si vous connaissez, moi c'est pas forcément un univers que je connais. Mais qui est introduit de manière très intéressante et qui nous montre un petit peu comment peuvent aider Superman, Superwoman là-dedans. On a un autre interlude ici, encore une fois. Forcément, Lex Luthor, hein, voilà, il s'est passé certaines choses lors de World of Brainiac, hein, et les conséquences notamment sur Lex Luthor. Et donc là, on voit qu'il y a des choses assez compliquées notamment. Et comment dire, on va avoir ensuite quelque chose d'assez génial. Hein, dans le numéro 22, parce que là, on a forcément un cliffhanger qui nous présente à nouveau, quelque part, une nouvelle menace, presque la menace qui avait été teasée par le Time Trapper. Et donc, on enchaîne avec ce numéro 22, avec cette variante cover. Alors voilà, je la trouve pas formidable, mais c'est la seule qui est restée disponible. C'est une cover de Marguerite Sauvage. Et là, je vous montre la cover régulière de Dan Mora. Donc, ce numéro 22, donc on continue un petit peu. Blast from the Past, à chaque fois vous avez une double page comme ça magnifique avec la présentation en fait du titre et les crédits. Donc, toujours Joshua Williamson, Dan Mora et Alejandro Sanchez. Et donc on a pas mal de choses. On a un entretien un petit peu avec l'antagoniste qui se nomme The Aftermath, donc un petit peu les conséquences. Alors, je sais pas ce qu'on appelle en anglais, en français, on l'appelle conséquences ou aftermath. Encore une fois, on a des compositions très sympas et une discussion très importante à la fois éthique, philosophique, qu'est-ce qu'on doit faire comme choix voilà, c'est un petit peu façon Ozymandias dans Watchmen, c'est-à-dire prendre le moindre des mots et essayer de faire en sorte de sauver le plus grand nombre, mais en étant prêt à faire certains sacrifices. Sauf que Superman, lui, il est plutôt intransigeant. Et donc là, on va revoir le personnage de Radiant, je ne sais pas si vous avez entendu parler ou si vous connaissez. Donc on a pas mal de choses, on a clairement tout qui commence à se mettre en place. On nous dit que seul Lex Luthor pourrait vraiment
trouver une situation, parce que voilà, le personnage de Aftermath ou Radiant veut absolument Doomsday. Il exige d'avoir Doomsday, qui est protégé pour l'instant par l'Alex Corp. Donc c'est un peu compliqué tout ça, mais voilà. Et Batman ne veut pas transiger, sauf que, comme il était un petit peu présagé dans le numéro précédent, que Superman devait absolument se détendre pour ne pas virer dans le rouge, parce que s'il vire dans le rouge, il risque de se passer quelque chose. Et j'ai envie de vous montrer une double page que je trouve absolument géniale, même si elle est pas spoilante, mais elle est vraiment géniale. Ouais, je vous la montre quand même, parce qu'elle est super. Un team-up improbable. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est numéro 21 et 22, c'est absolument excellent, avec en plus un cliffhanger numéro 22 absolument fou et génial. De toute façon, depuis l'arrivée de Dan Mora sur le titre, je crois que c'est depuis le numéro 19, si je dis pas n'importe quoi, juste après en gros les tie-in à Absolute Power, c'est un régal, hein. C'est vraiment génial. Donc voilà, bah, 3 numéros dessinés par Dan Mora, 3 régalades, hein, que ce soit le Justice League Unlimited 3 et les Superman 21-22. Mark Waid et Joshua Williamson au niveau du scénario, au niveau du rythme proposé, des différentes intrigues, hein, au long cours et à tiroir. Franchement, tout fonctionne à merveille. C'est un énorme plaisir que c'est Superman 21-22. Donc j'ai très très hâte de lire la suite. On enchaîne et on termine avec DC Comics, avec le Absolute Wonder Woman numéro 4. Je sais pas si vous avez fait attention, mais le DC All-In est de l'autre côté pour les séries absolutes. Voilà, petit détail, si vous voulez voir, voilà. Pour un petit comparo. Ah, l'aviez-vous remarqué? Voilà, les séries régulières, le All-In se trouve à gauche de votre comics, et pour les séries absolutes, à droite. On s'en fout, hein, me direz-vous. Bah, vous aurez bien raison. Donc Absolute Wonder Woman, ça reste une série que j'aime énormément depuis le numéro 1, même si vraiment, on va dire que le numéro 3 était un énorme coup de cœur. Une série toujours scénarisée par Kelly Thompson, dessinée par Hayden Sherman, et mise en colorisation par Jordi Belair. Et là, on va tout simplement, il y a Diana et Steve Trevor qui vont rendre visite aux sœurs Candy. Alors, Etta Candy, c'est un personnage qu'on connaît évidemment très bien de par la continuité classique. Hein. C'est quelqu'un qui a souvent été une militaire en fait aux côtés de Steve Trevor, même si on a eu des représentations très différentes. La Etta Candy de Yannick Paquette dans Wonder Woman Terrain, je l'aime énormément avec ses belles rondeurs qu'elle assumait, etc. Ça disait énormément de choses sur la féminité et sur les critères souvent subjectifs de la beauté. Et moi je trouvais que ça me parlait beaucoup. On avait déjà parlé un petit peu de cette thématique, notamment dans le one-shot Divor, It Happened on High Street. Donc on a quelque chose d'absolument génial, c'est-à-dire que Diana veut rendre visite. Donc oui, j'aime bien vous montrer à chaque fois l'apparition de titre. Donc le numéro 4 sur 5, The Last Amazon, le premier arc décidé par Hayden Sherman, parce que je crois que dès le numéro 6, on changera de dessinateur quasiment pour toutes les séries absolutes. En tout cas, pour les premiers numéros, on n'aura plus du Nick Dracota sur Batman, on n'aura plus du Rafa Sandoval sur Superman, et on n'aura plus du Hayden Sherman sur Wonder Woman. C'est un petit chagrin, à voir si c'est juste des dessinateurs fillers ou si c'est d'autres dessinateurs ou dessinatrices pour le second arc. On verra ça, on en reparlera. Encore une fois, on fait des allées et venues de temporalité, et c'est ce que je trouvais qui était hyper bien réussi, tant au niveau de la composition d'Hayden Sherman, qu'une énorme maîtrise de temporalité et du rythme proposé par Kelly Thompson. Franchement, j'ai adoré. Donc on voit un petit peu les différentes relations entre Circé et la déesse d'Hécate, donc, ou Hécate, je ne sais pas trop comment on prononce, hein, déesse grecque, à la fois de la mort et de la renaissance. Donc quelque chose qui est tout à fait adapté quand on comprend un petit peu plus l'environnement dans lequel a grandi Diana, dans lequel ont grandi Diana et Circé, et de voir un petit peu ce rapport à la magie, ce rapport à la fois aux divinités et à la magie. Donc on a vraiment quelque chose d'absolument génial. Diana doit faire absolument un sort pour récupérer quelque chose qu'elle a perdu. Hein, je ne rentre pas dans les détails, mais si vous avez lu les épisodes précédents, vous comprendrez. Et là, on va avoir une Wonder Woman en pleine possession de ses moyens et qui va faire une autre invocation qui a lien avec son épée. Et autant vous dire que c'est absolument incroyable ce qui s'y passe. On a une valeur d'échelle qui est grandiloquente. J'ai même pas envie de vous le montrer parce que ça fait partie de l'énorme plaisir de cet épisode. C'est entre le what the fuck et le complètement acceptable. C'est entre le ta gueule c'est magique et waouh c'est magique justement. Et on n'a pas envie de se poser de questions. Mais c'est encore une fois un numéro que je trouve, mais qui est diablement efficace, quoi. C'est encore une fois entre la science, je vous le disais, la narration de Kelly Thompson et puis vraiment la science du découpage et de la narration aussi de Hayden Sherman. Je trouve que vraiment les deux, c'est parfait. Il y a une véritable osmose qui s'opère. Il y a vraiment quelque chose qui nous est proposé. Je trouve que tout s'enchaîne bien et on a encore une fois un cliffhanger qui fonctionne hyper bien. Donc non, j'ai tout simplement hâte de lire la suite parce que le cliffhanger nous présente un personnage qui encore une fois est assez célèbre dans la continuité de Wonder Woman et que j'aime beaucoup.
Donc non, non, hâte de lire la suite et le dernier épisode de ce premier arc. Donc voilà, pour l'instant que d'excellentes lectures chez DC. On continue et on fait un petit crochet par IDW. Je sais plus si je vous avais présenté ce logo, regardez-moi ce logo que je trouve pas très très inspiré. On a le I, on a le D et l'ensemble fait le W, donc IDW. Ouais, bon je suis pas fan. Allez, Teenage Mutant Ninja Turtles Cross Naruto numéro 2. Vous le savez, ce crossover, hein, vous le savez qu'en VF, on n'a pas forcément le droit à tous les crossovers. Hein, j'ai pas envie de retourner le couteau dans la plaie, hein, tout ça. TMNT Ghostbusters, iComics, tout ça, volume 5. Bon. Bref, donc je ne sais pas si on aura un jour ce crossover en VF, j'en ai aucune idée. Donc c'est le Naruto Tortue Ninja, avec un numéro 1 très très introductif, qui était franchement pas d'un grand intérêt, mais qui était plutôt, qui faisait sourire si on aimait l'un des deux univers, et si on aimait les deux, bah voilà, c'est du fanservice qui fait plaisir. Ce que je peux répéter, ce qu'on avait déjà dit, c'est que les dessins, c'est franchement une franche réussite. Alors oui, je l'ai pas dit au niveau des crédits. Oh là là, je manque à mon devoir, je m'empresse. C'est écrit par Caleb Gullner, c'est dessiné par Henry Prazetia, et c'est mis en colorisation par Raoul Angulo. Et oui, c'est ce que je disais, c'est vraiment très réussi d'un point de vue des dessins, je trouve ça vraiment très chouette. Et puis on a quelque chose, on revient un petit peu sur le numéro 1 en disant enfin April, pourquoi tu nous as rien dit, etc. Bon là c'est plutôt sympathique, et puis voilà, ça explique qu'ils avaient besoin de toute façon de s'entraîner, et puis on voit bien qu'il y a des rapprochements qui sont faits entre les différents protagonistes de chaque clan, en termes d'attitude au combat ou de personnalité. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Et puis là, c'est encore une fois un numéro très introductif qui nous explique que ce soit Orokusaki, que ce soit l'origine de Splinter et des Tortues, forcément de ce liquide vert mutagène. Tout nous est un petit peu expliqué par April et par Splinter, avec Baxter Stockman, enfin vraiment tout nous est expliqué, c'est vraiment très introductif, et ça nous représente le tout. Ça n'est absolument pas désagréable, mais quelque part ça a vraiment le goût de... Ouais, bon, qu'est-ce qu'on va nous raconter finalement? Et donc encore une fois, ça fait le taf, c'est bien dessiné, mais si vous connaissez déjà les Tortues Ninja, c'est pas dingue quoi, jusqu'à ce qu'il y ait le cliffhanger qui fasse enfin avancer l'histoire. Bon, on va être honnête, hein, depuis le début, cette mini, enfin je sais pas, j'imagine que c'est une mini, ce crossover, hein, c'est pas dingue, mais c'est sympa. C'est franchement bien dessiné, et pour l'instant, ça raconte pas grand chose, même si les dialogues sont plutôt croustillants, etc., mais on sent que ça prend son temps. Donc bon, je pense que c'est une mini sans grand intérêt au final, qui va évidemment rien changer ni dans un lore ni dans l'autre. Mais voilà, c'est franchement, moi je boude pas mon plaisir. Chaque mois à lire, enfin c'est pas chaque mois d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que ça fait un petit moment que le numéro 1 était sorti. Mais en tout cas, voilà, je boude pas mon plaisir à chaque fois que ça sort. C'est pas extraordinaire, mais c'est sympathique. Voilà, on enchaîne avec Image Comics et 4 titres. On commence tout d'abord avec The Patchwork Girl of Oz. Alors vous le savez, je suis un énorme fan, je crois que c'est juste là, du Magicien d'Oz. Notamment du Magicien d'Oz de Eric Schanauer au scénario et de Scotty Young au dessin, évidemment, toujours qui adapte le roman de Frank Baum. Je vous remontre un petit peu parce que vous allez voir que la différence, ça calme sévère. Donc ça, c'est Scotty Young au dessin. C'est magnifique, c'est détaillé, c'est intelligent dans les expressions, dans tout. Enfin, franchement, moi, je trouve ça fou. Regardez-moi ça. C'est vraiment splendide. Le Magicien d'Oz, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est des histoires que j'ai lues et relues, que j'ai lues en intégralité, en anglais. J'ai lu des versions évidemment raccourcies pour mes enfants qui aimaient beaucoup. Vraiment quelque chose que j'aime énormément. Et y compris dans Fable, j'adorais retrouver les personnages du Magicien d'Oz, qui est vraiment un monument aux États-Unis. Donc quand ça s'était annoncé, j'étais plutôt très très intrigué, même si la cover, et les quelques premiers intérieurs qu'on avait vus, franchement, c'est pas dingue quoi. Donc tout ça c'est fait par Otis Frampton. Otis Frampton, je crois que c'est quelqu'un qui fait pas mal de webcomics, alors, et ça se sent. Parce que les dessins, l'ancrage, la colorisation, je trouve qu'il n'y a rien qui va, franchement. On veut essayer de faire du cartoony, mais ça fait vraiment très cheapos. Ça fait sans talent, j'ai envie de dire, quelque part. C'est quelque chose qui fait très criard, qui fait grossier. Et en plus, ça raconte quasiment rien. On a un jeune garçon du nom de Hojo, qui est avec un vieil homme qu'il appelle Hunk, je sais plus comment il s'appelait, Hunk Hunky, un truc comme ça. Je sais plus exactement comment il s'appelle. Hein. Bref, tout le monde l'appelle comme ça. C'est un petit peu le vieil oncle solitaire, en fait, de cet endroit un petit peu isolé du pays d'Oz.
Et il est très malheureux, le pauvre, parce qu'il a vraiment pas de chance. C'est un quotidien très morne. Et en plus, bah, ils n'ont que un arbre à pain pour se nourrir. Alors, si je peux vous montrer à quoi il ressemble, cet arbre à pain. Hop, je crois qu'on le voit à un moment. Bon, peu importe, c'est pas très très important. Hop. Bah non, je le vois pas, bref. Mais un jour, il en a marre, parce qu'il a envie de voyager un petit peu et de découvrir le reste du pays d'Oz. Donc, son grand-père lui propose d'enfin arpenter la route. Alors, son grand-père, c'est pas le plus loquace, hein, comme cet épisode d'ailleurs, hein, qui se lit en 3-4 minutes chrono. Hein. Parce que le grand-père, c'est un peu un monsieur monosyllabique. Hein. Vous lui posez une question, il répond par une syllabe, en gros. Donc voilà, on a un truc qui est parfois sympathique. Les couleurs sont pas désagréables. Hein. Mais c'est pas dingue. C'est pas non plus du Jean-François Beaulieu. On n'est pas complètement immergé dans les planches. Donc on a quelque chose d'un peu... Bah, qui se passe pas grand-chose, qui manque de substance. On a l'impression que le comics commence à la fin. Donc voilà, on a une petite discussion pour dire que lui, il est réputé quand même parce que c'est The Unlucky, hein, The Unlucky Boy. Donc c'est vraiment le malheureux, le Ojo The Unlucky. Et en gros, lui, il demande comment il peut faire pour se débarrasser du Un, quoi. Donc voilà, et il veut essayer d'aller de voyager dans le pays du Munchkin, parce qu'à la fin, c'est pour moi, c'était tout l'intérêt de ce numéro 1. C'est cette magnifique carte du pays d'Oz. Hein. Et on sait très bien qu'il l'a rédigé si vous avez lu justement les comics de Shadowhawk et Scotty Young. Bon, bah, c'est un numéro qui est complètement oubliable. Hein. Les dessins sont franchement pas convaincants. Le scénario, pareil, là on n'a pas avancé, on n'a quasiment rien fait. Ça aurait pu se faire en 3-4 cases, ou allez, hein, en 3-4 pages, je veux dire, quand même pas en 3-4 cases. En 3-4 pages, et là on en a pris plus d'une vingtaine. Bah non, c'était pas dingue, et je suis même pas sûr d'aller sur le numéro 2. Hein. Ou alors je dirais sur le numéro 2, mais si lui ne me convainc pas, bah, j'arrête. Parce que soit le rythme de la narration ne me convainc pas, parce que les dessins, ils sont pas dingues. Hein. Il n'y a pas de quoi se relever la nuit, comme dirait l'autre. Donc voilà. Donc restez plutôt sur cette version. Il y a eu 3 gros TPB. J'espère que l'omnibus sera réédité. Je sais pas, je crois que Mindphobia disait que peut-être. Je croise les doigts. Si c'est vrai, je suis ravi. On enchaîne, je vais pas perdre trop de temps avec ce numéro qui était très très, franchement très bof. Hein. On enchaîne avec le numéro 3 de High Street. Regardez-moi cette cover. Génial. Donc évidemment un petit peu, c'est le numéro de Noël, même si bon, il est sorti, je crois qu'il est sorti courant janvier. Toujours Jeff Jones au scénario, Ivan Rice au dessin, Danny Mickey à l'ancrage et Brad Anderson à la colorisation. Donc on nous raconte une histoire, encore une fois, et là on commence à comprendre de mieux en mieux les règles, un petit peu comment quelqu'un peut finir par arriver sur ce carrefour de High Street, sur cette rue dont on n'échappe pas, quelque part, et avec, il y a pas mal de gens qui vous attendent, que ce soit Pranky, que ce soit Mister X-Ray, que ce soit Miss Goodbody. On l'a vu qu'il y avait pas mal de personnes qui n'ont qu'une hâte, hein, c'est de vous récupérer et de délivrer, et de livrer plutôt votre âme hein, au gardien du score, au scorekeeper. Donc tout ça, on avait un petit peu du lore qui était révélé progressivement. Là, on va voir un homme absolument horrible, hein, qui se fait passer pour des Pères Noël, mais qui cambriole des maisons, qui traumatise des enfants. Et alors ça va pas du tout plaire à Pranky, qui veut absolument, lui, se choper ce petit client-là et livrer son âme personnellement, sauf qu'on va voir, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et c'est ça, c'est là où je trouve que High Street, chaque numéro supplémentaire apporte un petit peu plus justement sur la compréhension générale des règles du jeu, hein, quelque part. On comprend un petit peu mieux aussi la relation entre les différents personnages, que ce soit Pranky ou Mister X-Ray, par exemple. Et puis là, on va voir justement que Pranky, c'est quelqu'un qui adore mettre en scène, et en plus, au moment de Noël, quelle meilleure époque pour faire un spectacle, pour proposer un spectacle à la future victime. Enfin, future victime, ça qui est intéressant, c'est que les victimes ne sont pas choisies au hasard, on l'avait vu dans les précédents numéros, c'est souvent des gens qui ont énormément à se faire reprocher. Et on a vraiment un numéro que j'ai trouvé encore une fois génial. À la fois cette espèce de cruauté sadique, mais qu'on peut comprendre par rapport à tout le mal que cet homme a fait. Et en même temps, vers la moitié ou 2 tiers du numéro, on a quelque chose de très surprenant, un énorme retournement de situation, avec l'apparition d'un personnage en question. Alors, je vais essayer de pas vous le spoiler, parce que là, son arrivée en double page, elle est spectaculaire, et il est fort à parier que le prochain numéro traitera de ce personnage en question. Mais tout ça pour vous dire que High Street, c'est encore une fois une énorme réussite. J'ai beaucoup aimé, encore une fois, ce numéro 3. Ivan Rice au dessin, c'est stupéfiant, c'est génial. On est complètement immergé dans cet univers tragico-horrifique, quoi. Tragico-horrifique, ouais, c'est un peu ça. Et on a vraiment quelque chose
on commence à avoir de plus en plus d'informations entre les personnages, dans le but du jeu, comme je vous le disais. Et on sent qu'on va quelque part. Donc j'ai vraiment hâte d'en découvrir un petit peu plus chaque mois que Hyde Street sort. Et puis voir un petit peu qui est l'heureux élu du mois. Parce que c'est un petit peu ça. C'est pas le freak of the month, c'est plutôt le client du mois, un petit peu. Hein. Quel salopard va passer à Hyde Street et va être cuisiné par l'un des récupérateurs d'âmes, en quelque sorte, l'un des collecteurs d'âmes, quoi. Donc vraiment, excellent Hyde Street. On continue. On continue avec une série, bah, évidemment, que j'aime énormément, maintenant que je suis depuis plus d'1 an en VO, parce que je l'ai depuis le numéro 1. C'est World Tree, évidemment, de James Tynion IV au scénario, de Fernando Blanco au dessin et de Jordi Belair à la colorisation. Et là, on revient pour ce début de troisième arc en 1999. 1999, c'est une date qui doit signifier quelque chose hein, si vous avez bien les dates en tête dans ce comics, puisque tout simplement, c'est environ l'époque à laquelle Gabriel Winter, ce petit génie, et ses amis, Yoshi, Amanda et les autres, ont un petit peu fait la découverte de l'Undernet. Et fait voilà, cette découverte presque révolutionnaire, mais quelque part, peut-être aussi, qui présageait quelque chose de terrible, et peut-être même qui provoquerait, qui sait, la fin du monde. Et donc là, on revient sur le personnage de Sammy. Sammy, mais qui c'est c'est la sœur de Gabriel. Évidemment, on sait évidemment ce qu'il est advenu de Sammy lors du retournement de situation du numéro 5, que je ne vous révélerai pas si vous n'avez pas lu la série. Mais si vous n'avez pas lu la série, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais foncez lire cette série, elle est vraiment très efficace. Moi, je trouve qu'elle est très bonne. Et là, du coup, on a vraiment un épisode que je trouve génial hein, sur la jeunesse. Et sur justement, qu'est-ce que c'est qu'être le petit frère ou le petite sœur d'une famille qui est en plus un petit peu délaissée par les parents, souvent sûrement des obligations professionnelles, parce que ils sont dans un autre état, ils sont dans le Texas pendant plusieurs jours. Et quelque part, on a Sammy qui observe un petit peu les amis de Gabriel qui sont plus âgés et qui font des trucs de grands, quoi. Et qu'est-ce que c'est que faire des trucs de grands? Est-ce que c'est, je sais pas, comment dire, faire des choses un peu perverses? Est-ce que c'est se laisser aller à, voilà, à se laisser aller, à picoler, à fumer, à boire, enfin voilà, à se lâcher un petit peu, faire la teuf entre potes, quoi. Et ils se disent non, ils sortent pas, ils font pas tellement la teuf. Ils sont entre ordinateurs, ils mangent des pizzas enfermés, donc parce elle parle un peu avec sa copine, elle se demande un petit peu ce qui se passe, mais elle est très envieuse hein, et elle est très soucieuse de son apparence. Enfin, on voit bien qu'elle aimerait complètement se lâcher et s'abandonner, se désinhiber quelque part, mais elle a du mal. Et on a vraiment une composition qui est proposée par Fernando Blanco ici, qui est assez particulière, parce qu'on voit bien que c'est des flashs, c'est des bribes de ce qu'était Sammy, quelque part. Et on a ce rapport progressif, justement, à ce qu'elle va devenir. Et c'est un petit peu la tragédie à venir, parce que c'est à la fois la curiosité malsaine qui a un attrait, mais aussi cette volonté de s'affranchir du regard de l'autre, hein, puisqu'on est toujours la petite, allez, retourne dans ta chambre, ma petite, laisse les grands, oui, c'est des trucs de grands, là, allez, retourne te coucher. Et c'est rarement des réponses qu'on trouve satisfaisantes, et je trouve que ça parle de ça aussi, ce numéro. C'est sur la difficulté de vieillir, et de vouloir vieillir, grandir trop vite, et de ne pas respecter quelque part les étapes qui font de nous celui qu'on devient. Enfin, c'est vraiment passionnant. Et quelque part, c'est un peu ça. C'est la personne qui veut devenir un adulte avant même de respecter les phases, et que du coup, elle est prête à tout. Et quand on connaît les conséquences tragiques de ce personnage de Sammy, je trouve que ce numéro est encore plus fort. Et en plus, le cliffhanger du 11 était dingue. Il concernait de près ou de loin justement ce personnage-là, et on s'attendait un petit peu à... Oh, pardon. Excusez-moi. On s'attendait justement à des explications de ce cliffhanger, et là, paf, James Tynion IV, pour le retour après quelques mois d'absence, nous prend un petit peu à contre-pied et par surprise, mais en nous proposant franchement un numéro que j'ai trouvé assez brillant, et très bien vu, qui revient sur le twist du numéro 5. Donc, World Tree, encore une fois, World Tree, c'est vraiment une série que je continue de suivre avec grand intérêt, que je continue de conseiller. On enchaîne avec Kaya, le numéro 24. Et oui, la série de Wes Craig à la fois au scénario et au dessin, et de James Wardy à la colorisation. Encore une fois, alors Kaya, c'est encore un épisode que j'ai beaucoup aimé, même si pour une fois j'ai une petite critique. Alors la critique n'est clairement pas les dessins et la composition de Wes Craig, que je trouve toujours plus sublime, numéro après numéro, où vraiment, voilà, on fait des petites tentatives, on se lâche entre les différentes narrations, et vraiment le mouvement qui est créé entre les cases. On a vraiment quelque chose que je trouve assez frénétique dans ce numéro, puisque, vous le savez, ils étaient dans une espèce de ville fantôme qui était assez particulière,
Et on avait vraiment quelque chose que je trouve qui fonctionnait très bien, mais voilà, qui était très ésotérique, où la magie, où le monde et les temporalités notamment se confondaient un petit peu. Donc on sentait bien que c'était un petit peu un pays où tout pouvait être un petit peu permis, et là on le voit, notamment Wes Craig, dans ses compositions, qui se lâche complètement, qui peut faire des assemblages de couleurs, de créatures, qui sont assez dingues, et on a vraiment, je trouve, un numéro qui encore une fois, fonctionne très très bien. J'ai un seul bémol dans ce numéro, c'est que c'est le cliffhanger, finalement, encore une fois. Le cliffhanger que je trouve pas si dingue que ça, et qui surtout, bah, on a l'impression qu'on tourne légèrement en rond par rapport à l'intrigue, là. C'est-à-dire que on a un petit peu une course-poursuite qui devient presque redondante. C'est-à-dire, mince, on a perdu quelqu'un qu'on va récupérer, on continue, on l'a reperdu, on va le récupérer, on continue, on l'a reperdu, on va le récupérer. Bon, ici, je pense que ça, c'est pour mieux nous duper, à mon avis, parce que là, ça devient un peu évident. Le ressort devient un poil répétitif, hein, je dirais, depuis 2, 3, 4 numéros. En gros, j'aime bien cet arc-là, parce qu'il raconte pas mal de choses quant au personnage de Razel, qui est un petit peu celui qui guide Kaya et Jean. Lord Vox, qui a été destitué par un autre, Gorax, et voilà le rapport entre ces deux-là, qui est aussi très intéressant. Et puis vraiment les conséquences de cette ville fantôme. Donc on a pas mal de choses, encore une fois, qui sont très très intéressantes dans Skya 24. Mais voilà, le cliffhanger, je suis légèrement, voilà, je veux dire, légèrement circonspect sur ce cliffhanger, parce que je trouve que ça réutilise une corde narrative qu'on a déjà utilisée justement précédemment. Donc voilà, là-dessus c'est une légère déception, mais ça reste un numéro que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, quoi. Donc ça change rien, Kaya, ça reste une série que je suis avec grand grand bonheur. On continue et on termine avec Distillery, le numéro 3 de Blood Brothers Mother. Je vous avais dit une bêtise, hein. Là c'était à quelle émission? Je crois que c'était sur la chaîne de Gilles et Nico, quand on a parlé des trésors, je crois, ou à moins que c'était lors de la checklist, hein. Oh, je sais plus. Mais en tout cas, j'avais dit que je parlerais de Blood Brothers Mother numéro 3, en étant le dernier numéro de la série. C'est faux, c'est pas du tout le dernier. Hein, il y aura un numéro 4, et le numéro 4 n'est peut-être pas le dernier non plus. Donc je sais pas pourquoi, j'avais cru lire ça quelque part, mais à culpa, je vous ai dit n'importe quoi. Donc Blood Brothers Mother, c'est scénarisé par Brian Azzarello, dessiné par Eduardo Risso, comme je vous l'ai montré la wraparound ici, et mise en colorisation également par ce même Eduardo Risso. C'est ce qui va sortir chez Delcourt sous le nom de la balade des frères Blood. Oh, je bafouille. La balade des frères Blood, pardon. Donc on est au chapitre 3, comme je vous disais, le troisième numéro. Et on suit ces trois frangins qui venaient de faire une rencontre assez mystérieuse. Donc on va voir un petit peu la relation entre cette personne et ces trois gamins-là. Eux, ils sont toujours dans une quête et de vengeance et de récupération, puisque tout simplement, on voyait qu'il y avait à la fois un homme qui venait de sortir de prison, un adulte avec ses deux frères qui venaient le chercher, lui voulait récupérer celle qui était sa femme, et visiblement la mère de ses enfants, on ne sait pas trop. Ça, c'est un peu confus. Parce qu'il a récupéré sa femme, mais alors ses enfants, ils s'en cognent. Et ces derniers veulent en tout cas absolument récupérer leur mère. Et c'est un petit peu un grand road trip initiatique qui va un petit peu permettre à ces trois frangins de découvrir la vie du Grand Ouest américain, de la ruée vers l'or, d'à la fois ces paysages sauvages et des comportements non moins sauvages des humains. On a vraiment quelque chose d'assez intéressant, très classique, mais pas inintéressant. Je pense qu'en volume relié, c'est pas mal, parce qu'à mon avis, il faut quelques pages pour s'adapter au style d'Eduardo Risso. J'en avais déjà parlé, parce que c'est lui qui se colorise ici. C'est pas du tout un style auquel il nous avait habitués par le passé, que ce soit sur Dark Knight, une histoire vraie qu'il a fait avec Paul Dini, ou même 100 Bullets qu'il a fait avec ce même Azzarello. Mais on a vraiment... c'est pas inintéressant, c'est pas mal, mais il y a parfois quelques longueurs. Voilà. On a l'impression qu'on a des longueurs de plans dans certains western spaghetti, sauf que les longueurs, avec la musique d'Ennio Morricone, c'est extraordinaire, c'est génial. Ça a ce côté vraiment épique. Là, on peut admirer parfois les planches, mais il y a aussi un côté... oui, j'ai compris, mais enfin, tout ça pourquoi? Donc on voit bien que, d'un côté, on voit un petit peu les trois frangins, avec Anna, donc la maman des trois autres gamins. Ces trois autres gamins, on voit un petit peu leur destinée, ils se dirigent vers la Californie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont rester ensemble? Qu'est-ce qui pourrait les séparer? Des rencontres, tout simplement. Donc on a vraiment, je vous le dis, c'est un petit peu de la destinée, un petit peu de ces trois frangins. On a un narrateur qui est assez intriguant de par la manière dont il raconte l'histoire, comme vous pouvez le voir là,
par ces quelques cases avec quelques mots soulignés. Donc parfois, on voit bien qu'il nous raconte encore des choses au présent, qu'il a l'air d'être bien plus âgé, peut-être même adulte, et qui revient sur cette histoire qui est évidemment, sans doute, une histoire tragique. Et on aura la suite dans le numéro 4, voilà, qui est prévu. C'est pas une série que j'aime énormément, je vais être honnête avec vous. Je la trouve pas mauvaise, comme je vous le disais, c'est assez classique. Mais les dessins, je les trouve pas dingues non plus. Donc même si parfois, je trouve qu'il y a des moments d'extrême beauté, qui sont très poétiques, hein, avec une espèce d'aquarelle ou choses comme ça, puis il y a d'autres moments, je trouve qu'ils fonctionnent très bien. Beaucoup moins bien, notamment au niveau des visages. Donc voilà, légèrement mitigé en ce qui concerne tout ça. Ben voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Cette issue de secours numéro 31. Donc énorme coup de cœur évidemment pour tout ce qui est d'ici, tout. Que ce soit la JLU, Superman ou Absolute Wonder Woman. Et puis côté Image Comics, ben, toujours Hyde Street et World Tree que j'aime énormément. Le kayak j'aime bien même si le cliffhanger est un peu déçu. Puis Blood Brothers Mother, je suis pas un grand fan je pense. J'irai évidemment jusqu'au bout parce que je me suis quand même pas mal engagé. Déjà 3 numéros. Mais bon, voilà. Eh bien, si ça vous a plu, merci de me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Ou vous abonner si c'est pas déjà le cas. Mais je suis déjà très content. Nous, on se retrouve très bientôt, sans doute la semaine prochaine, pour une vidéo, ma collection Omnibus et Hardcover. Bah, d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, une excellente après-midi, une excellente matinée. À très bientôt. Salut, ciao!